Radio Paris Gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Radio Paris Gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Au programme de l'émission du jour, nous allons parler de football et de basketball. Donc le football avec Milionico que vous avez déjà entendu à l'antenne. Donc Milionico, c'est Nicolas que vous commencez à connaître du site ligue1expert.com. Il va nous faire le plaisir d'analyser les matchs à venir des clubs bretons du week-end. Puis, en fin d'émission, je vais vous faire un instant technique. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait d'instant technique. Avec du basketball NBA. Et je vous raconterai ce que j'ai découvert pour détecter certains matchs de l'année à surveiller. Vous verrez, c'est quelque chose de très intéressant par rapport aux équipes et puis aux fuseaux horaires aux États-Unis, à la fatigue que cela peut engendrer chez les joueurs de basketball et pour les parieurs, les parieurs pros ou même les initiés, voire les novices. Voilà, il y a quelques matchs qu'on peut repérer comme ça dans l'année à surveiller et où normalement une équipe a de grandes chances de perdre le match. Donc je vous raconte tout ça en fin d'émission. Mais sans plus tarder, rejoignons Nicolas. Et donc on va recevoir Nico. Bonjour Nico. Bonjour à tous. Tu vas bien, ça va ? Oui, ça roule. Donc Nico qui a, je le répète, un site qui s'appelle ligue1expert.com, voilà, où il fait pas mal d'analyses sur le football, surtout la Ligue 1. Donc vous pourrez aller y jeter un coup d'œil. Alors Nico, aujourd'hui tu nous as préparé en fait une petite analyse, une petite preview, je ne sais pas comment on peut dire ça, sur les clubs bretons. Bah écoute, je te laisse la parole. Je ne sais pas par quelle équipe tu veux commencer. Alors on va commencer par Brest. Donc oui, j'ai préparé l'analyse des matchs précédents de chaque équipe pour faire un peu le point, parce que sur Ligue 1 Expert, ce que j'aime bien faire en communauté, c'est comprendre ce qui s'est passé à chaque match, ce qui nous permet ensuite d'essayer d'anticiper ce qui va se passer pour les prochains, que ce soit pour les parieurs ou tout simplement les passionnés. Ok, ça marche. Donc commençons par Brest. Donc Brest qui a perdu à domicile contre Lens. Donc Brest dans sa tactique habituelle en 4-1-4-1 contre le 4-4-2 de Lens assez robuste. Et un match assez tendu. Donc ouverture du score de Brest à la 37e minute par Mopé. Et ouverture de Lens à la 22e minute par Spetinovic. Et malgré le fait que Brest soit revenu au score à la 37e minute par Mopé, c'est Lens qui finit par l'emporter à la 72e minute par Christian. Donc c'est dommage parce que quand je regarde les stats, je vois qu'on peut quand même dire que c'est Brest qui a dominé ce match, avec un ratio de tirs cadrés sur le total de tirs très, très impressionnant, de 8 tirs cadrés sur 11 tirs, alors que pour comparer, Lens est à seulement 6 tirs cadrés pour un total de 15 tirs. Et la plupart des stats sont à l'avantage de Brest. Donc bon, 2-1, ça joue sur pas grand-chose. Alors, si je peux rajouter juste 10 secondes, moi j'y étais au match. Brest, oui, mon premier de l'année, ça valait du 1-1 parce que le deuxième but de Lens est vraiment chanceux. Voilà. Et le premier but de Lens, Hartog s'est troué. On sait qu'il n'est pas très bon en sortie aérienne et il l'a encore prouvé. Donc voilà, c'est pas forcément mérité. Voilà, c'était juste une petite aparté de quelqu'un qui était en live. Ouais. Merci, oui, comme envoyé spécial, c'est parfait. C'est ça. Et j'ai cru comprendre que c'était tendu à la fin du match. Oui. Ouais, Douchez et tout. Ouais, ça a été tendu, mais bon. Voilà. Un carton rouge pour Lens et un jaune. Un jaune pour Mopé, ouais. C'est ça. Ouais. Tout à fait. Bon, tout à fait. Voilà. Donc, au classement, heureusement, c'est pas très grave pour Brest, qui comptait 3 points d'avance sur Amiens avant ce match et qui en compte maintenant 2 sur Reims. C'est ça. Parce que Amiens a perdu. Reims a gagné, Amiens a perdu et 3 a fait match nul. Donc les autres résultats sont en faveur de Brest, qui compte encore 2 points d'avance et qui est premier du classement de la Ligue 2. Tout à fait. Voilà. Alors on revient maintenant à la Ligue 1, qui est un peu plus ma spécialité, même si j'adore analyser Brest chaque semaine pour l'émission. Donc Guingamp qui a gagné 1-0 contre une équipe d'Angers qui est pourtant en forme en ce moment, grâce tout simplement à une très très bonne seconde mi-temps. Pas d'absent notoire chez les deux équipes. Seule spécificité importante pour moi de ce match, c'est au niveau tactique. Guingamp avait décidé de jouer en 4-3-3 pour ce match comme Angers. Angers joue en 4-3-3 depuis le début de la saison sans jamais avoir changé.
peu comme le PSG l'année dernière. C'est la seule équipe de Ligue 1 cette saison, Angers, qui a toujours eu la même tactique. Et Guingamp, qui joue habituellement en 4-4-2, cette fois cette saison, a fait le choix de jouer en 4-3-3 et ça leur a bien réussi puisque c'est eux qui gagnent ce match 1-0 et on peut aussi souligner un bon coaching du coach guingampais Camboiré, puisque ce sont deux remplaçants qui font en sorte que le but soit marqué avec une passe décisive et un but marqué par deux joueurs qui venaient de rentrer. Donc, Comboiré, on va dire nouveau druide, après Gourvenec. Voilà, exactement, oui, bon, vous connaissez déjà les qualités de Camboiré, donc ça se passe plutôt bien. D'ailleurs, Guingamp s'invite à la 4e place du podium, à 3 points seulement du PSG 3e, avec Rennes qui a le même nombre de points que Guingamp et qui est 5e. J'y reviens un petit peu plus tard. Voilà, le prochain match de Guingamp sera à Dijon. Ouais, ça va, voilà, pas forcément évident, Dijon à domicile, mais voilà, à voir ce que Comboiré nous réserve. Tout à fait, voilà, ça peut être tout bien ou tout mal. C'est une équipe qui vient de Ligue 2, donc ça peut être tout blanc ou tout noir, ça dépend des choix qui sont faits. Alors maintenant, Lorient, alors on est content de voir 4e pour Guingamp et 5e pour Rennes, mais nous avons aussi Lorient qui est toujours malheureusement dernier du classement puisque leur dernier match s'est soldé par un score de 2-2 contre Montpellier. Alors on était habitué à voir Montpellier ouvrir la marque rapidement et se faire rejoindre au score. Et là ça a été l'inverse. Cette fois-ci c'est Lorient qui a ouvert le score très rapidement en marquant par Touré à la 16e et Marvaux à la 24e. Puis qui s'est fait rejoindre à la 46e et à la 69e, pardon. Et a souligné le bon match de Marvaux qui remplaçait Mukanjo, l'attaquant titulaire qui était forfait. Donc Marvaux fait une passe décisive et un but. C'est une bonne nouvelle pour Lorient de trouver dans ses remplaçants quelqu'un qui est capable d'assurer offensivement. Et donc ce match, Lorient s'est un peu effondré en seconde mi-temps. C'est ça qu'il faut un peu déplorer. Pourtant, ça avait beaucoup tourné en coupe cette semaine. Et sinon, une chose importante que j'ai à dire sur ce match, mais qui concerne plutôt Montpellier, c'est que j'avais déjà souligné plusieurs fois sur mon site que Montpellier était un peu limite en termes de nombre de remplaçants alignés pendant ces matchs. Et là, je vois qu'ils ont aligné pour ce match seulement 4 des 7 remplaçants possibles. C'est ça, on est d'accord. Il y a eu une gastro à Montpellier. Il y a eu une gastro, c'est pour ça Boudbouz n'était pas là, par exemple. Ouais. Il y a une gastro, mais ils étaient quand même... Il faut noter aussi que c'est la seule équipe qui a joué en coupe avec quasiment son équipe titulaire cette semaine. Donc bon, c'est un peu dommage. Je finis par me demander si c'est pas compliqué pour Hans, l'entraîneur de la A, d'aller chercher des joueurs en équipe B en fait, parce que c'est vraiment toujours très limite sur le banc. Il va falloir que Nicolas fasse un petit chèque au mercato d'hiver. Ce serait pas mal pour eux. Il demande que ça, lui, mais je pense. Il faut que le recruteur trouve les bons profils. Il en a c'est pas évident, on est d'accord. À sa façon. Ensuite, nous avions Nantes qui recevait Nice. Alors moi j'ai trouvé, vous verrez dans mon compte rendu de ce match sur mon site et sur la page Facebook, j'ai trouvé Nantes en progrès, mais malheureusement, ils ont choisi d'être en progrès contre Nice. Et donc 4-1, une défaite un peu sévère quand même, parce que je trouve que Nantes, même s'ils n'arrivent pas à convertir leurs occasions en but, je ne fais pas un si mauvais match que ça. C'est juste dommage qu'ils n'aient pas profité du fait qu'il manquait Baïs et d'Albert, les deux meilleurs défenseurs de Nice en défense, pour marquer plus de buts. Là, on voit que Nantes a 16 tirs, dont 4 cadrés seulement. C'est dommage. Il y a, Stepinski, l'attaquant titulaire à Nantes, est un jeune Polonais de 21 ans qui va s'adapter à la Ligue. C'est dommage, je me demande s'il ne va pas y avoir une recherche d'autres solutions pour cet hiver, parce que ça commence à faire long. Et Nantes réussit à faire certains bons matchs, il ne manque plus qu'un attaquant qui est capable de planter plus rapidement, plus fréquemment, pour remonter davantage encore. Ok, ça marche. Et notre dernier représentant breton, c'était Rennes, donc 5e au classement, qui recevait Metz et qui s'en sort par une victoire 1-0. Avec Ntep qui revient de blessure depuis 4 matchs et qui commence à être vraiment en forme. Et ce trio composé de Ntep, Sio et Saïd ou Gourcuff au milieu commence à être intéressant. Alors certains disent que ce match était plutôt ennuyeux, mais bon, le résultat de 1-0 est là et permet d'être 5e au classement. Et quant à Metz,
Je trouve qu'ils ont une dépendance importante sur Erding, leur attaquant de pointe, qui a profité un peu de l'effet de surprise le concernant en début de saison, mais qui là marque le pas au niveau des buts et donc son équipe avec. Ce sont les supporters rennais, ils sont prêts à signer pour des victoires 1-0. Il n'y a pas de souci, même s'il n'y a pas forcément un jeu fabuleux. Ça, je pense que voilà, oui, ils sont prêts à signer. C'est bien ce dont Paris se contente en ce moment. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a d'autres clubs qui le font. On a encore vu ça en Ligue des Champions. Voilà. Faut des trucs sortis des débuts d'extraterrestres pour réussir à gagner un match. Bah, écoute Nico, merci pour déjà ce petit récapitulatif un petit peu de ce qui s'est passé pour tous ces clubs bretons. Voilà, il y aura des matchs ce week-end, donc je vous invite à aller voir un petit peu ce que tu dis sur Ligue 1 Expert, hein, sur ton site. Voilà, pour tous ceux qui veulent parier sur... parce que là, on a parlé des clubs bretons, mais tu fais forcément tous les autres clubs de Ligue 1. Donc, n'hésitez pas à aller voir un petit peu, parce que voilà, pour parier, il faut avoir le maximum d'informations. Voilà. C'est bien d'avoir des infos sur le match passé aussi. Donc, c'est pour ça, c'est ce qu'on vient de faire là. Et pour pouvoir prendre vos paris pour ce week-end. Bah écoute, merci à toi. En tout cas. De rien, donc c'est les Ligue 1 Experts et il y aura des vendredis les previews pour les matchs de ce week-end et les comptes rendus tombent en début de semaine. Donc voilà, pour bien comprendre la Ligue 1. C'est ça. Donc c'est tous les vendredis, c'est ça que tu mets quand tu as les matchs de week-end bien sûr. C'est le vendredi, c'est bon, à partir de quelle heure ça varie sur Ligue 1 Expert, je ne mets que des infos officielles. Donc j'attends que les groupes officiels soient diffusés pour chaque équipe avant de finaliser mon analyse et de la mettre en dispo. Donc en général, c'est 24 heures avant un match que les groupes officiels et qu'on sait qui s'est blessé ou pas. C'est ça. J'interviens. Ou s'il y a d'autres choses comme par exemple Montpellier, voilà, qui a eu vraiment des 5 joueurs avec une gastro, donc Boudbouz à Montpellier, quand il n'est pas là, ça change. Bon, il y a eu match nul, mais moi j'avais conseillé Lorient en draw no bet en match nul remboursé. À 2-0, on y croyait bien. Bon, ça a eu 2-2, donc vous avez été remboursé. Mais voilà, quand vous avez des infos comme ça, c'est toujours intéressant. Comme Nico vient de le dire, ils n'avaient plus que 4 remplaçants, Montpellier. Donc, il y avait sûrement quelque chose à faire sur ce match-là, mais ça reste du foot. Et c'est pas parce que l'autre équipe est vraiment affaiblie que vous allez gagner, même en gagnant 2-0. Ça, c'est le match typique qu'on peut voir sur les impondérables au football. Écoute, merci. On se retrouve très, très bientôt. Et puis, n'hésitez pas à aller voir ligue1expert.com. Je te dis salut, Nico. Merci à tous. Bonne prochaine journée de Ligue 1. Salut, bye bye. Et nous allons enchaîner avec l'instant technique du jour. Allez, c'est parti pour la seconde partie de l'émission avec l'instant technique. Et comme je vous disais en début d'émission, je lis pas mal de choses. Il faut toujours un petit peu, on va dire, continuer à progresser dans les paris sportifs, aller chercher des infos, tout ça. Donc, en tant que parieur pro, je le fais. Donc, je vais vous donner ici un petit peu un exemple de ce que j'ai trouvé. Donc, tout a commencé le 28 janvier 2011. Avec la défaite des Boston Celtics à Phoenix. Alors pourquoi me direz-vous ? Tout simplement, ce qui a titillé Doc Rivers en fait, qui était l'entraîneur de Boston à cette époque-là. Alors Boston à cette époque était très costaud, hein, avec son trident magique, Garnett, Pierce et Allen. Ils avaient fait 2 finales NBA en 3 ans, ce qui n'est pas rien, voilà, en NBA. Et sur la saison donc en cours, c'était 2010-2011. Ils étaient à 35 victoires, 10 défaites, et sur une forme du moment de 7 victoires sur 8 matchs. Donc autant dire qu'ils prenaient les choses sérieusement. Et ce soir-là, Boston affrontait les Phoenix Suns, réputés pour avoir une défense en carton. Alors à l'époque, ça change un peu maintenant, mais les Phoenix Suns, c'était surtout tout pour l'attaque. Donc il n'y avait pas beaucoup de défense, et ils étaient sur 20 victoires et 24 défaites sur la saison en cours. Pour vous dire, au niveau des paris sportifs, Boston était favori à une cote de 1,50. Donc, ce n'était pas non plus des gros favoris en termes de probabilité. Et ce qui s'est passé, ils ont perdu le match 88-71. 88-71, ils ont marqué que 71 points, avec 34% au shoot, qui, ce taux est vraiment indigne de cette équipe.
Donc Doug Rivers, je vous l'ai dit, qui était un petit peu un coach emblématique aussi des Celtics, a dit à la fin du match qu'il avait l'impression que ses joueurs étaient ivres sur le terrain et qu'ils n'étaient pas dans leur état normal. Mais figurez-vous que tout ceci a une explication scientifique. Alors voilà, ça vous titille un peu, vous êtes peut-être intrigué. Donc je vais répondre à cette interrogation. En fait, il y a un médecin, le docteur Selger, voilà, il avait déjà repéré ce phénomène. Ce docteur est spécialiste en fait dans l'étude du sommeil à la Harvard Medical School. Et il avait noté ceci. Les Celtics, en fait, après avoir affronté les Cleveland Cavaliers à Boston, allaient en 24 heures voler vers Portland. Alors, on fait un petit peu de géographie. Ils allaient vers Portland, puis ils revenaient à Phoenix, tout ça en 24 heures. Pour ceux qui sont nuls en géographie, en gros, Portland, c'est à l'opposé de Boston. Boston est sur la côte est et Portland est sur la côte ouest. Il y a 4 fuseaux horaires aux États-Unis et Phoenix est au cœur des États-Unis. Donc vous partez de Boston, vous faites un match, bam, vous traversez tous les États-Unis pour aller jouer à Portland et vous revenez dans le sens inverse pour aller jouer à Phoenix. Ceux qui prennent souvent des vacances, vous voyez un peu ce que ça peut faire en jet lag. Donc en gros, ils ont traversé 4 fuseaux horaires voilà, en 24 heures, même 5 parce qu'ils sont revenus jouer à Phoenix. Donc avec tant de voyages à travers tant de fuseaux horaires en 3 jours seulement, le docteur, en fait, il avait prévu que les sensations des joueurs seront mauvaises. Voilà, et il avait dit aussi, il avait pris cette expression-là, il a dit que ce serait comme jouer un match de basket, comme si vous étiez ivre. C'est ce qu'a repéré Doug Rivers. Et donc il a dit que vous aurez beaucoup de mal à gagner ce match. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'ils se sont pris 88 à 71. C'est quand même assez incroyable. Voilà, le médecin avait repéré ces choses-là alors que c'est pas forcément un expert en basketball. Donc, en résumé, ce cas de figure arrive plusieurs fois dans l'année pour chaque équipe NBA, d'accord ? Parce que forcément, que vous soyez conférence Est ou Ouest, vous voyagez pas mal de l'une à l'autre et puis dans tout le pays. Et donc, aidés par des médecins, ils dressent un tableau des matchs à risque pour chaque équipe, où normalement ils ont une forte probabilité de perdre au vu des décalages horaires et de la fatigue que les joueurs auront. Donc, ils en ressortent, voilà, il y a certains matchs, ils ressortent que des équipes ont une probabilité de perdre le match repéré entre 57 et 78%. Ce qui est assez énorme, vous allez me dire. Donc, il suffit de regarder la cotation que les books font sur ces matchs-là. Pour essayer de repérer s'il y a des values à jouer ou non. Les values, je le répète, ce sont des codes que vous estimez qui ont été mal ajustés par les bookmakers. Donc, imaginez-vous, voilà, on va un peu dans le domaine du rêve. Voilà, vous êtes parieur pro, vous avez ces matchs devant les yeux. Voilà, des matchs où une des deux équipes a une bonne probabilité de perdre le match en fonction de ce que les médecins ont repéré. Je vous rappelle que Phoenix avait une cote de 2,6 face à Boston. Et sur ce match-là, les scientifiques, les médecins avaient prédit à Boston une probabilité de perdre le match de 70%. Donc Boston avait une probabilité de perdre le match de 70% et vous avez une cote en face de 2,6. Donc je vous laisse calculer la value qui était fort intéressante. Donc vous voyez un petit peu où je veux en venir, si vous avez ces matchs-là en fait devant les yeux. 70% de probabilité de perdre le match pour Boston et son adversaire Phoenix a une cote de 2,6. On va dire que c'est un petit peu Noël avant l'heure. Alors, avoir de telles infos, c'est un peu, on va dire, comme avoir l'almanach des sports de Marty McFly dans Retour vers le futur, où il fait un petit peu fortune parce qu'il a tous les résultats sportifs à l'avance. Voilà, moi, ça m'a toujours rêvé d'avoir ça entre les mains en tant que parieur. Donc, il y a bien une carte de ces matchs qui est faite chaque année. Voilà, cela dépend de 8 facteurs qui interviennent dans le calcul scientifique. Je ne vous le donne pas là. C'est assez complexe. Et puis nous, ce qui nous intéresse, c'est juste avoir les résultats. Alors, exceptionnellement, je vais vous donner le premier match de l'année à surveiller. Je donne, voilà, dans mon club privé Paris Gagnant, je donne les matchs avec une forte taux de probabilité que l'équipe perde. Donc, le premier match à surveiller cette année, notez ça sur vos agendas, c'est le match des Charlotte Hornets qui vont recevoir Détroit le 29 novembre.
Donc, pourquoi ce match-là, il est à surveiller? Donc, je vais vous donner l'explication. Les 25 et 26 novembre, les Hornets vont jouer 2 fois New York. Voilà, un match à domicile, un match à l'extérieur. Puis, le 28 novembre, ils seront à Memphis, d'accord, avant d'être 24 heures plus tard de retour à Charlotte pour jouer Détroit. Donc là, il va falloir voir un petit peu la cote court à Détroit. Pour vous signaler ce qui se sera passé, c'est que Détroit, eux, ils seront frais comme des gardons parce qu'ils auront eu 3 jours de repos, de récupération. Voilà. Charlotte, eux, ils seront à leur 4e match en 5 jours. Je vous laisse imaginer, avec le voyage en avion, c'est pas quel match à la maison, je vous ai dit, ils jouent à New York, ils vont à New York, ils jouent à New York, ils vont à Memphis et ils reviennent chez eux pour jouer Détroit. Imaginez un petit peu le chemin parcouru en avion et puis le changement de fuseau horaire parce que c'est pas dans le même fuseau horaire. Je peux vous dire déjà que Charlotte sera logiquement favori à domicile. Donc je pense que la cote de Détroit peut sensiblement être autour de 2,4, 2,5, quelque chose comme ça. Bien sûr, donc c'est fin novembre, il reste un mois. À voir ce qu'ont fait ces deux équipes. Mais on va estimer que sur leur niveau actuel, Charlotte, de toute façon, normalement, sera favori à la maison. Et donc, normalement, ils ont une probabilité sur ce match-là de perdre de 70 à... alors, c'est quoi 70-72% de perdre ce match. Donc, on va regarder ce qui va se passer et si ce que je viens de vous dire va se révéler vrai ou pas. Je vous le dis tout de suite, hein, j'ai lu ça il y a 10 jours. Moi, je vais le regarder aussi pour moi. Dans mon club, je fais la liste des matchs et puis moi, j'ai mis une alerte sur mon iPhone pour me rappeler que j'ai des matchs à regarder. Donc le premier, avec une forte probabilité que Charlotte perde le match entre 70 et 75%, c'est celui-là quand ils vont recevoir les Detroit Pistons. Donc notez-le, hein, et puis je ferai un point, vous inquiétez pas, sur ce match pour vous dire ce qui s'est passé. Et on espère une victoire de Détroit. Et puis certains vont me dire, oui mais Benoît, j'imagine déjà la question que certains vont poser, oui mais Benoît, les bookmakers sont pas idiots, ils vont sûrement prendre ça en compte. Et détrompez-vous, parce qu'en fait, les paris sportifs, c'est sur la masse des parieurs. Et s'il y a quelques personnes qui ont repéré ça et qui ont cette info-là et qu'elle est véridique, qui gagnent de l'argent en jouant ces matchs-là, la masse des gens et des parieurs ne l'auront pas. Donc de toute façon, les bookmakers ne vont pas se mettre, vont pas faire la cote en fonction de cette info-là. Ils ont des algorithmes qui intègrent d'autres choses comme les points marqués, les points encaissés à domicile, à l'extérieur et tout un tas d'autres paramètres qu'ils mettent dans leurs algorithmes. Donc voilà pour cet instant technique du jour. Ça faisait quelques temps que j'en avais pas fait, mais là, j'ai jugé bon de vous parler de ça. C'est toujours très intéressant ce genre d'informations pour augmenter votre QI à paris sportif. Donc voilà, et tout de suite, je vais vous annoncer l'émission de la semaine prochaine. Donc déjà, n'hésitez pas à réagir et à me dire ce que vous voulez que je rajoute dans l'émission. Cette émission est aussi la vôtre. Hein. Je peux m'adapter, je peux modifier des choses. Donc là-dessus, n'hésitez pas à commenter sous le podcast. Si vous voulez que Milionico intervienne plus souvent, comme chaque semaine par exemple, si vous voulez qu'il modifie des choses, là il a fait une analyse sur les matchs qui étaient passés, parce que ça peut vous aider aussi à analyser les matchs du week-end. Mais je sais qu'il peut aussi vous donner des previews plus axés sur les matchs qui vont venir. Ça fait aussi partie de son travail, même si, comme il vous a dit, il aime bien attendre les dernières infos 24 heures avant. Mais il y a quand même des choses qui ressortent, parce qu'on sait qu'il y a eu un jaune, qu'il y a eu un rouge qui sera suspendu, qui sera blessé. Les retours, on peut anticiper tout ça. Et généralement, ce que font les coachs au football, hein, vous mettez toujours la meilleure équipe possible. C'est pas comme forcément au rugby où vous pouvez faire tourner et reposer les organismes. Donc voilà, c'est tout pour l'émission de cette semaine. La semaine prochaine, je n'ai pas encore décidé de quoi on va parler. Il y a le Vendée Globe aussi qui commence ce week-end. Mais je n'ai pas trouvé pour l'instant de bookmakers qui font les paris. Donc c'est pour ça que j'en ai pas encore parlé, mais je pourrais vous en toucher 2 mots. Donc vous pouvez me retrouver sur mon blog www.parier-gagnant.com en podcast. Et comme je le vous dis chaque semaine, pour parier gagnant, il faut savoir parier intelligemment. Au revoir à tous. Radio Parier Gagnant, votre émission de sport et du pari sportif.